Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Il est un royaume, plutôt une monarchie dont on parle très peu, la dernière monarchie absolue de l'Afrique. Le Swaziland devenu en septembre 2018 l'Eswatini par la seule décision du monarque. Zoom dans ce Politicia sur ce royaume situé entre l'Afrique du Sud et le Mozambique. Quel regard porté sur le règne du roi Swati III, où en sont les libertés fondamentales tant réclamées par son opposition. J'ai pour en parler trois invités avec moi. Guy Mafimba, vous êtes informaticien mais passionné de l'analyse politique. L'un n'exclut pas l'autre. Vous êtes gestionnaire des systèmes informatiques. Merci d'avoir accepté. Merci pour l'invitation. Notre invitation. Alain-Jules Meunier, vous êtes journaliste mais diplomate de formation. Merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Et j'ai également avec moi le politologue sénégalais Ouma Ba. On parlera matière électorale au cours de cette émission. Et vous avez conduit une mission des experts de l'Union africaine pendant la présidentielle au Cameroun. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour partager votre expérience avec nous. C'est moi qui vous remercie, c'est l'ensemble de vos auditeurs et auditrices. Perché dans son imposant palais à quelques encablures de Mbamban, la capitale du Swaziland devenue Eswatini, le roi Swati III est le dernier monarque de l'Afrique. Mais qui est cet homme de 50 ans qui règne en maître et sans partage sur l'Eswatini? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signé Graziella Chakunte. Il intrigue, fascine ou révolte, mais une chose est certaine, il ne laisse pas indifférent. Ceint dans son pagne traditionnel, orné de plumes et de perles, Swati III est à 50 ans le dernier monarque absolu d'Afrique. Mais qui est-il véritablement et comment se portent les Swatini sous son règne? Décryptage. C'est dans son palais situé sur une hauteur près de Mbamban, la capitale, que Swati III règne par droit divin et gouverne par décret sur 1,5 million de sujets et 17 000 km² depuis 1986. Une forteresse blanche dressée au milieu d'une indigence, mais ni le roi ni ses conseillers ne peuvent être poursuivis en justice, un privilège entériné par la Constitution votée en 2005. La presse lui est acquise et les partis politiques interdits. Le roi nomme le gouvernement, les juges, les hauts fonctionnaires et une partie des députés, un régime qualifié de démocratie monarchique. Il n'y a pas vraiment de changement. C'est juste un terme pour permettre aux gens de mieux comprendre et de le prononcer sans difficulté. Ils ont des difficultés à prononcer Tikundla. Mais derrière le calme apparent, les paysages bucoliques et verdoyants, se cache une société en souffrance et une économie en déliquescence. Près de 70% de la population vit avec moins de 2 $ par jour. L'espérance de vie ne dépasse pas 48 ans et quant au chômage, il frappe 40% de la population active. Certains pointent du doigt le train de vie dispendieux du roi avec ses 13 palaces et une quinzaine d'épouses. Dans ce pays, nous avons différents régimes matrimoniaux. Il y a la polygamie, il y a aussi des personnes qui se marient comme dans les westerns. Tout dépend des aspirations des uns et des autres. Ils choisissent leur mode de vie. Les couples échangent entre eux et trouvent une solution qui leur convient. Il n'y a pas de loi dans ce pays qui impose un mode de vie. C'est un choix personnel. Mais progressivement, le brouillard semble se lever sur les collines paisibles. Au crédit du roi Mswati III, l'enseignement primaire est gratuit et depuis 2017, l'économie commence à reprendre des couleurs. On prévoit pour 2018 une lente reprise avec une croissance qui restera contenue entre 1,4% et 2,3%. Ceci sur la base d'une amélioration des rendements agricoles due à des conditions météorologiques plus clémentes, notamment à des pluies normales ou supérieures à la normale pendant la saison des semis de la campagne 2016-2017. Pourtant, sur le terrain, la réalité est tout autre. Les salaires des fonctionnaires sont gelés depuis 2 ans. Les bourses d'études n'ont pas été payées. Le programme de nutrition scolaire a été interrompu.
Mais rien de tout cela ne semble déstabiliser celui que l'on surnomme le Lion. Le 5 septembre 2018, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance, il change d'un trait de plume le nom du pays aux grandes dames de l'opposition. Le changement de nom nécessite une consultation populaire où vous impliquez les citoyens à tous les niveaux et ensuite un référendum. Mais ici, le roi s'élève et décide de changer le nom du pays. Outre le changement de nom, c'est un changement de cap qu'annonce Swati 3. L'homme ambitionne de sortir son pays de la catégorie des pays les moins avancés à l'horizon 2022. Utopie ou ambition réaliste, pour l'heure, les indicateurs sont peu convaincants. Petit rappel historique, pour commencer, l'Eswatini fut un protectorat britannique devenu indépendant en 1968. Le roi actuel, le roi Swati III, est le 67e fils de son père Shoboza, qui lui aussi a régné pendant longtemps sur le Swaziland devenu l'Eswatini. Monsieur Meignier, qu'il règne sans partage, on va dire quoi? C'est la logique, parce que c'est son histoire, parce qu'il n'a pas connu autre chose, parce qu'il se considère comme le continuum de son père? Déjà, premièrement, quand on parle de règne sans partage, permettez que je m'escrive en faux face à ce genre d'allégations, parce que, effectivement, c'est un monarque, on dira un despote, etc., etc., comme on fait d'habitude pour décrire les régimes, je mets entre guillemets les régimes africains. Mais sachez que ce monsieur, n'est-ce pas, le roi Swati III, c'est à 18 ans qu'il entre en fonction. Il maîtriserait... À la mort de son père, en 1986. Il y a eu une période, n'est-ce pas, où il n'y avait pas de roi. Simplement parce que son feu père avait 70 épouses, à peu près. Mais donc, avant que vous n'alliez profondément dans la question, vous refusez l'expression « règne sans partage ». Je refuse une bonne partie des députés, qui nomme... Certes, mais il y a d'autres qui sont élus. Il n'y a pas de parlement, pratiquement pas de parlement. Vous appelez ça... Il y a un parlement. Comme lui, une monarchie démocratique. Je suis d'accord avec lui. Sur cette question sémantique, très rapidement, je connais votre position par rapport à la question. Qu'est-ce que vous répondez très rapidement à M. Meignier, qui pense qu'on ne doit pas parler du roi en ces termes? Non, moi j'estime que c'est une anomalie historique pour des raisons d'abord éthiques. Parce que je ne sais pas, je ne peux pas m'imaginer qu'en plein 21e siècle, c'est le seul monarque absolu, je crois, sur le continent actuellement, et qui, pour moi, a pris en otage, dans une espèce d'espace démocratique, plus d'1 million de la population. Parce que je ne peux pas m'imaginer, je dis bien, je ne peux pas m'imaginer, en plein 21e siècle, qu'on s'imagine un seul instant qu'un homme puisse décider de la vie ou de la mort de ses citoyens parce qu'il serait descendant d'une monarchie, je ne sais d'où. Voilà la réalité. C'est la réalité selon vous, mais M. Meignier va nous expliquer en quoi est-ce que l'Eswatini est une démocratie. On parle de démocratie, n'est-ce pas, de l'Eswatini, simplement parce qu'il y a des institutions. Et ces institutions sont libres de faire... Je fais un petit rappel historique. En 2005, ce roi a été condamné par des notables, simplement parce qu'il avait lui-même violé sa propre loi. C'est-à-dire qu'en 2005, il fait passer un décret pour l'abstinence. Absolument. Pourquoi? Parce qu'il voulait lutter contre la propagation excessive du sida. Bon, quand on a plus de 10 femmes et qu'on signe un décret exigeant l'abstinence de la part des autres, vous pensez que c'est démocratique? Mais non. Abstinence, surtout, attention, la précision vaut la peine. C'était pour les jeunes filles, les jeunes filles vierges. Oui. Donc, il ne voulait pas qu'il y ait cette propagation du sida. Il signe un décret en 2005. Il signe un décret en 2005. Mais il est piégé par son propre décret. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il se marie. Et du coup, il est obligé de revenir sur ce décret. La personne dit, le roi, mais il s'est marié, et en plus avec une jeune femme de 19 ans. Pourquoi nous, on va porter des colliers? Parce que les filles vierges devaient porter des colliers. Celles qui font la danse des roseaux. Voilà, qui font la danse des roseaux, justement. Et du coup, il revient sur cette loi-là et est condamné. C'est-à-dire que le fameux despote, il est condamné à payer une vache, à donner une vache quand même. C'est-à-dire que attention, on va dire que c'est symbolique. Mais le problème, ça veut dire simplement que c'est pas lui qui détient tous les pouvoirs. Cette seule anecdote suffit à conclure que... Non. Mais non, c'est simplement parce que il disait tout à l'heure qu'il a le droit de vie et de mort sur les gens. Non, mais sincèrement, vous pouvez pas me citer depuis 2005
combien de personnes ce monsieur a tué, a fait disparaître? Il y a des étudiants, il y a des étudiants. On va revenir dessus. Monsieur Meignier, le principe de politicien, si vous voulez, c'est à la fois de relayer le cri de cœur de certains peuples, de certaines personnes qui souffrent, ne pas se taire quand des gens souffrent et se meurent, mais c'est aussi valoriser les actions de nos leaders quand elles vont dans le sens du mieux-être des populations et tout en montrant effectivement que l'Afrique regorge d'experts et de compétences. Donc ce sont ces trois principes-là qui fondent mon émission. Oui. Mais on ne peut pas être dans le déni non plus. Bien sûr. Monsieur Ba, vous êtes politologue, grand analyste politique. Lundi, on ne peut en aucun cas parler de démocratie, parlant justement de l'Iswatini. Et l'autre dit, attention, nous sommes là en face d'un royaume qui a des pratiques séculaires et qui vit dans son âme avec son articulation identitaire et qu'il faut respecter comme tel. Vous, quel est votre positionnement? Vous faites partie de ceux qui pensent que chaque peuple doit inventer sa démocratie? Oui, je pense qu'il faut que chaque peuple puisse s'asseoir et réfléchir sur son mode de gouvernance. Et sur ce point-là, je suis plus proche de monsieur. Et deuxièmement, ce que dit l'autre aussi est convaincant parce qu'il a un tropisme de sa culturation personnelle, de mon point de vue. Si on prend le tropisme occidentalo-centré et qu'on le transplante en Afrique, c'est vrai qu'il est normal qu'il puisse réagir de la sorte. Mais si nous partons du postulat premier selon lequel chaque peuple a le droit et la légitimité primordiale de pouvoir se penser et s'autogouverner, il va sans dire qu'on ne peut pas, nous, ici, juger ce qui se passe aujourd'hui en Eswatini. Pour deux raisons, laissez-moi vous dire. Parce que tout simplement, comme si on me dirait que parce qu'on a un monarque, même fût-il absolu, qu'il détient la totalité du pouvoir. Ce qui n'est pas exact dans les faits, parce qu'il a un gouvernement, il a un premier ministre, il a une assemblée nationale, même s'il en nomme les députés, etc., mais qui ont des compétences, qui agissent et qui font fonctionner le pays. Maintenant, si les habitants de l'ex-Swaziland s'y complètent dans ce mode de gouvernance, c'est tant mieux. S'ils ne s'y complètent pas et qu'ils se révoltent, c'est là où véritablement le problème va se poser. Mais c'est ce qui a commencé depuis 2008 déjà, justement. Alors, rappelons un peu, plantons un peu le décor, rappelons le contexte. Hein. Nous sommes dans un contexte où les partis politiques sont strictement interdits. Les syndicats interdits. Les syndicats aussi sont interdits. Oui. Alors, c'est le politologue Ba qui va nous dire si nous sommes là en face de ce... Alors, il y a 59 députés au total. Le roi en nomme 10. Les 59 qui sont élus ne le sont qu'à titre personnel. Vous ne pouvez pas faire partie d'un parti politique et candidater à l'élection législative. Des 69 députés, c'est eux qui élisent 10 sénateurs et le roi désigne 20 sénateurs. Donc on a au total 30 sénateurs. Et vous soutenez, vous nous dites effectivement que ces différents artifices mis ensemble illustrent une absence totale de démocratie. Mais comment vous positionnez par rapport à l'analyse historico-ethnologique qui veut que chaque peuple, à son rythme, invente sa démocratie? Non, c'est-à-dire que ce point de vue peut être valable lorsque on reste dans un contexte bien défini. Oui. N'oubliez pas une chose, c'est que je pense bien que ce petit royaume... c'est un peu une excroissance de l'Afrique du Sud avant la fin de l'apartheid. Parce que tout le monde le sait que c'était un peu un lieu de débauche. De villégiature pour les Blancs sud-africains. On rentre dans un contexte, disons, depuis les années 2000 oui. Dans un contexte mondial où il y a des acquis universels. Je ne parle même pas de la démocratie, je parle de la liberté, de l'éthique. Or, nous sommes en Afrique australe. Oui. N'oubliez pas que l'Afrique australe, la vocation de l'Afrique australe post-apartheid, c'était de ventiler, c'était d'exporter un modèle de gouvernance. On est d'accord. Notamment le panafricanisme, notamment la liberté, comme une des valeurs universelles. Parce que ces gens-là se sont battus des siècles pour cela. Donc, raison pour laquelle je dis, quittons un peu ce registre, cette lecture, moi j'appellerais ça ubiesque, de ce tropisme tropical. Oui. Mais lorsque vous creusez un peu, vous vous rendrez compte que ce monarque absolu est là pour des questions à la fois
géopolitique, géostratégique et de leadership de la puissance Afrique du Sud à côté. Je pourrais apporter des éléments. Un seul élément. Oui, s'il vous plaît. Un seul élément. Comment pouvez-vous expliquer que les États-Unis ont l'une des plus grandes ambassades de la sous-région? Elle est immense. Au Swaziland. Immense. L'ambassade américaine. 19 fois un terrain de rugby. Absolument. Bon, comment vous pouvez l'expliquer si vous n'avez pas une lecture géostratégique de la pérennisation de ce monarque absolu? On retient de vos propos que tout en acceptant la pertinence de l'analyse historique et ethnologique que font vos deux contradicteurs, vous pensez qu'il y a aujourd'hui des valeurs universelles valables pour tout le monde, qu'on doit faire prévaloir partout, quelle que soit son histoire, surtout en Afrique australe. La question c'est pourquoi ce roi n'est pas mis sur le banc de la communauté internationale. Mais la raison pour laquelle je dis, creusons pour moi le registre géopolitique et géostratégique. Je crois que pour comprendre cela, c'est ça l'écueil en fait de certains intellectuels africains qui ont l'impression, parce qu'ils ont fait leurs études en Occident, qu'on doit transposer la démocratie occidentale en Afrique. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher, parce qu'on a des us et coutumes. Liberté. Non, vous parlez de liberté. La liberté vient de quoi? La liberté n'est qu'occidentale. Non, attention, mais je dis, il y a une liberté d'ailleurs. À ce moment-là, on aurait chance d'avoir ratifié les instruments internationaux. Je comprends très bien. Les pactes de 1966. Lui-même, il disait tout à l'heure. La Déclaration universelle des droits de l'homme. La liberté, c'est quoi? C'est tellement vaste comme pour trouver une définition de la liberté. Il a dit tout à l'heure au reportage que chacun est libre de vivre comme il veut. Non, ça c'est pour justifier la polygamie. Et c'est à son honneur d'ailleurs. Non, voilà. Qui garantissent effectivement le droit. Donc, ce sont nos us et coutumes dans toute l'Afrique. À partir de là, vous avez évoqué l'ambassade américaine qui est grande, etc., villégiature, les bourgs, les afrikaners qui venaient vivre la débauche, etc. Mais ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet de savoir si, effectivement, ce pays est une dictature absolue où les gens ne peuvent pas s'exprimer. Vous avez parlé tout à l'heure des syndicats qui sont interdits. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a qu'un seul parti d'opposition, plus démo. Oui. Plus Gémeaux, ça s'appelle d'ailleurs. Voilà. Et le problème, c'est qu'il y a un syndicaliste qui avait été tué, M. Sifo Gélé, qui avait été tué dans des circonstances assez bizarres dans un commissariat. Les services secrets seraient à la base, auraient dynamité sa maison. Voilà, c'est ça que les ONG ont raconté. Mais voilà, le seul élément, mais bien évidemment, si on calque par exemple, l'Afrique du Sud, comme vous parliez tout à l'heure, vous voyez le syndicat de l'habillement et des tissus en Afrique du Sud. Aujourd'hui, on a bien vu avec la concurrence asiatique plutôt, toutes ces sociétés se délocalisent aujourd'hui à l'Eswatini. Pourquoi? Simplement parce que la main-d'œuvre, effectivement, elle est moins chère. Donc, il faut comprendre quelque chose. Ce pays-là peut se développer. Parce que quand on voit très bien, vous avez parlé de potentialité qu'il y a dans ce pays-là, mais le véritable problème, j'espère qu'on en viendra, c'est au niveau de cette économie-là. Qui détient l'économie? On ne vous dira jamais que Coca-Cola, par exemple, ne paye presque pas de taxes dans ce pays-là. Donc c'est l'Amérique. Vous avez parlé de leur ambassade. Vous allez constater, quand vous creusez justement, vous saurez que ce sont les Occidentaux qui détiennent la plupart des richesses dans ce pays-là. Ça s'explique. Je me réjouis. Vos positions sont intéressantes, Oumaba, et ça va être ma question. Le droit à des valeurs universelles défend M. Mafimba. Le droit pour chaque peuple d'inventer à son rythme sa propre démocratie. La question c'est, à partir de quand commence l'abus du roi ou du chef? Vous savez, nous sommes très mal placés pour en décider pour deux raisons. La première est que c'est vrai, il y a des consensus internationaux qui sont actés dans le marbre du droit international. Ça, c'est irréfutable en termes de valeurs, en termes de principes juridiques et politiques et diplomatiques. Les différentes conventions internationales ou les différents textes normatifs, les traités et autres, rentrent dans ce cadre au niveau continental, au niveau sous-régional, mais au niveau aussi mondial. Il y a aussi des pratiques
et des bonnes pratiques qui mériteraient d'être amplifiées en Swaziland. Ça, c'est vrai, je n'ai aucun problème là-dessus. Mais lorsqu'il dit que c'est UBX et tout, je crois que c'est méconnaître ce qu'on appelle aujourd'hui les mécanismes institutionnels et ce qu'on appelle même la politique intrinsèque. Parce que quand on parle de démocratie, c'est quoi? C'est le Kratos. Vous repartez jusqu'en Grèce, jusqu'à Rome, c'est la même chose, c'est la même définition, y compris aujourd'hui. Peut-être qu'elle s'exprime de plus en plus sous différentes formes, avec différentes intensités de pertinence, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que parce qu'un peuple a choisi de s'organiser d'une façon monarchique absolue, qu'aujourd'hui, en ce 21e siècle, que ce peuple serait une dictature absolue. Non, ça, c'est on ne peut pas dire ça. Ça, c'est strictement faux. On ne peut pas dire ça. Et je le maintiens. Mais ce que vous et devez... deuxièmement, je suis tout à fait d'accord avec, comment dirais-je, l'ouverture du système. Et ça, il ne s'agit pas que du Swaziland. C'est un défi à l'Afrique, mais c'est un défi aujourd'hui au monde. Dégraissons un peu. Le droit au travail a été l'un des principes pour lesquels les États-Unis avaient suspendu l'AGOA au Swaziland, à l'Eswatini. Oui. Pourtant, depuis 3 ans, ils l'ont restauré. Pourquoi? Parce qu'ils retrouvent maintenant leur compte. Et pourtant, lorsqu'ils n'avaient pas trouvé leur compte, ils disaient que c'est une dictature. C'est quoi le compte aujourd'hui? C'est-à-dire que maintenant, comme le disait mon ami et collègue, c'est qu'ils parviennent à investir à presque un franc symbolique. Et donc ça, c'est très important à apprécier. C'est-à-dire que vous pouvez être dans les chouchous des classements internationaux en termes d'indicateurs, n'est-ce pas, de liberté de la presse, etc., etc., même si vous tuez quelques-uns de vos opposants, mais si vous faites l'affaire des grandes puissances, ça passe. C'est ça la vérité. Oui. L'affaire Khashoggi en Arabie Saoudite rentre dans ce cadre, oui, et d'autres affaires. Mais dans des pays comme la France aujourd'hui, et je riais, parce que dernièrement, on a vu le week-end, les Champs-Élysées ont été caillassés. Nous condamnons certes ces débordements de violence, mais si cela se passait dans un autre pays, oui, qui ne rentre pas dans le tropisme occidental, on aurait entendu toutes les chancelleries occidentales monter au créneau et dire que c'est de la dictature, c'est le peuple qui n'est pas entendu, etc. C'est la raison pour laquelle je disais que c'est vrai qu'il y a des principes universels ou universalisants, mais lorsqu'on relit Badi, par exemple, dans la théorie des États, ou bien les limites de l'État importé, on s'en rend compte qu'aujourd'hui, la greffe occidentale n'a pas tenu et il y a rejet de la greffe de l'État. Une fois qu'on a dit ça, M. Ba, il faut quand même rassurer les oppositions, les sociétés civiles qui se battent depuis quelques années quand même pour que cessent certaines pratiques, parce que c'est aussi ça le but d'un débat. Si nous commettons hélas l'erreur de nous figer dans la logique que chacun n'a qu'à réinventer sa démocratie et à son rythme, au fond... Nous n'avons pas dit qu'il faut confisquer les libertés des uns et des autres. Non, puisque déjà... ce que nous disons, c'est que... Monsieur Meunier a non, il n'a pas dit ça non plus. La notion de liberté, philosopher sur la notion de non, il n'a pas dit ça. Relative. Je sais ce qu'il est en train de dire et ce qu'il dit est cohérent. Et je m'inscris totalement vis-à-vis de ce paradigme qui consiste à dire que il faut laisser les peuples avoir leur temps de maturation politique et diplomatique. Ce pays a 50 ans. Si vous ne le faites pas, vous les poussez, et lorsque vous les poussez trop, ça devient la Libye. Mais il ne faut pas les brusquer. Il ne faut pas penser pour les gens. Voilà, il faut les laisser, ils vont trouver les compromis nécessaires, il faut certes les encourager, les inciter à s'asseoir autour de la table, à trouver les compromis des réformes internes. Voilà. Mais ce n'est pas à nous, parce qu'il n'y a pas ça, qu'on dira aujourd'hui qu'il y a une dictature absolue, c'est faux, c'est archi. Vous allez répondre, mais après une courte pause. Je propose qu'on marque une course, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission consacrée au Swaziland devenu Eswatini en septembre 2018. À tout de suite. C'est bon.